Bienvenue dans ma vie de DRH, le podcast dédié au partage d'expériences RH. Je suis Pauline Danguy, dirigeante inspirée chez Go for Human. Psst. Avant ça, je voulais vous parler de Go for Human, l'aventure que je mène avec Thierry. Parce que oui, on aide les entreprises à être plus authentiques, plus engagées et plus agiles. Mais comment, me direz-vous? Eh bien, en alignant la direction sur la vision, les décisions et la communication, mais aussi en donnant aux managers les clés pour engager, fédérer et piloter leurs équipes. Et enfin, en aidant chaque équipe à mieux collaborer et mieux communiquer. Le tout grâce à des séminaires team building, du coaching, de la formation, du co-développement et du conseil RH. Parce que oui, on en est convaincu, une entreprise qui rayonne à l'extérieur, c'est d'abord une entreprise qui brille de l'intérieur. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ma vie de DRH. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Magali Domange qui est DRH chez Vema et qui va nous parler d'un sujet passionnant, comme j'aime à dire toujours, les sujets sont passionnants, qui est les RH comme pont entre deux mondes, entre deux cultures. Il y a de quoi faire sur ce sujet, mais je laisserai Magali expliquer plus en détail ce qui se cache derrière. En tout cas, avant de laisser Magali s'introduire, j'aimerais vous dire que Magali va vous parler en métaphore. Vous allez voir plein d'images qu'elle va pouvoir relever. C'est ce que j'ai compris en échangeant avec Magali. Vous allez voir, elle est très créative. Pour ceux qui connaissent un peu le disque, il y a du jaune à gogo ici. Vous n'allez pas être déçus de l'échange. En tout cas, bienvenue Magali, je te laisse te présenter. Merci Pauline. Donc moi c'est Magali. Écoute, qu'est-ce que je peux te dire actuellement? Je suis donc DRH chez Vema, qui est un cabinet d'expertise comptable et qui traverse une période importante de sa vie, puisqu'on est en pleine fusion avec des évolutions d'effectifs, des rapprochements de structures. Donc plein de beaux sujets pour la DRH que je suis en termes d'accompagnement du changement. Maintenant, si on fait un petit coup de rétro sur mon parcours, écoute, j'ai fait des études en fac de droit. J'ai développé en troisième année de licence une passion pour le droit du travail et du coup, j'ai fait un master 1, master 2, universitaire en droit du travail et ensuite je suis arrivée sur le marché du travail et j'ai alterné les expériences, soit dans le juridique, soit plutôt dans les ressources humaines que j'ai appris sur le tard. Et surtout dans des environnements professionnels hyper variés, parce que j'ai profité de chaque nouvelle expérience pour découvrir un nouveau monde. Je fais déjà un lien avec le titre de ce podcast, puisque du coup, j'ai eu l'opportunité de travailler en tant que juriste à la CGT, ensuite en tant que chargée RH dans un établissement socioculturel de la ville de Paris. Après, j'ai travaillé en restauration collective dans le milieu du handicap, puis dans le milieu hospitalier et plus récemment, j'ai fait 6 ans dans l'environnement industriel alsacien. Voilà un petit peu pour te résumer rapidement dans les très, très, très grandes lignes mon parcours. Un beau bagage professionnel, pas mal de secteurs différents qui vont apporter aussi pas mal de contenu et peut-être de regards différents sur le sujet que tu as décidé d'apporter aujourd'hui, qui est vraiment les RH comme un pont entre deux mondes, entre deux cultures. Et du coup, ma première question, c'est pourquoi tu as choisi ce sujet et qu'est-ce qui se cache derrière? On me demande régulièrement, que ce soit dans un cadre personnel ou dans un cadre professionnel, et notamment par exemple dans des salons, dans des écoles, de définir mon métier. Et en fait, pendant longtemps, j'étais très à l'aise pour expliquer ce que le métier de RH n'est pas. Mais j'avais beaucoup plus de mal à verbaliser ce que le métier de RH est. Et j'ai trouvé à un moment donné cette métaphore du pont, qui est finalement pour moi une image qui représente très bien le rôle qu'on a et finalement quel que soit le domaine RH dans lequel on gravite. Que ce soit dans le développement RH, dans du RH dit opérationnel et même dans de la paye et de l'administration du personnel, il y a toujours pour moi cette notion de pont et de dialogue à créer. Et j'ai trouvé que c'était finalement l'image la plus parlante qui regroupait tous les aspects et tous les domaines RH. Et je l'ai choisi parce que j'espère que grâce à ça, ma maman et ma fille comprendront enfin c'est quoi mon travail. Et derrière cette notion de pont ou passerelle ou voilà, quel mot on peut utiliser pour effectivement avoir cette métaphore du lien entre les deux? Tu me disais en off tout à l'heure qu'il y avait
3 points qui étaient importants pour toi, qui étaient déjà ce lien avec ces valeurs personnelles que tu portes, tu vas pouvoir nous en dire plus, ce pont avec ces stéréotypes RH et puis, tout ce que tu as appris tout au long de ton parcours. Effectivement, si je commence par la première, par le premier volet, je pense que je suis une personne qui a grandi, à qui on a inculqué, de très, très fortes valeurs autour du collectif, autour du fait que l'autre, c'est de la richesse et qu'en se parlant, les choses vont mieux. Or aujourd'hui, on est globalement dans un monde qui va pas forcément bien parce que les gens ne savent plus se parler ou communiquer. OK, bon ça c'est un constat à l'échelle sociale. Maintenant dans un environnement professionnel, j'ai quand même la chance de faire un métier où justement je peux être, un acteur et un contributeur très fort de ce dialogue, de faire en sorte que les gens se parlent ou à défaut d'être peut-être parfois le traducteur, la courroie de transmission pour que la communication se fasse. Donc voilà et c'est quelque chose qui me enfin voilà, quelque chose qui me fait vivre, qui me fait vibrer cette idée de faire parler les gens entre eux et de maintenir autant que possible, la notion de collectif dans un climat quand même assez, individualiste et en perpétuel développement sur cet thème-là. Donc ça, c'est peut-être pour l'aspect très personnel de ce sujet-là, le lien, le pont, la passerelle. La passerelle, c'est la version du pont, tu vois, un peu branlante, où bon, il y a encore un peu du taf pour la traverser en toute sécurité, mais ça fonctionne quand même. Après, il y a effectivement le fruit de mes différentes expériences. Mon parcours, au-delà des missions que j'ai été amenée à porter ou des dossiers que j'ai été amenée à gérer, il est beaucoup marqué par le fait, comme tu l'as très bien dit, d'avoir gravité dans des environnements professionnels très, 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 très différents. Et ce que je te racontais, c'est qu'effectivement, je suis arrivée sur le marché du travail avec ma petite mallette de juriste spécialisée en droit du travail, avec pas beaucoup d'expérience professionnelle dans ce domaine-là, et que j'ai très rapidement compris que si j'arrivais avec une approche très dogmatique de mon métier, en disant non à tout, et en ne prenant pas en compte, l'environnement dans lequel je me trouvais, j'allais difficilement me faire entendre, être convaincante, être pertinente et donc être professionnelle. Donc en fait, ça a été une prise de conscience assez rapide, finalement me dire que le meilleur moyen d'obtenir ce que je voulais, c'est-à-dire, que les gens fassent ce que je leur préconisais parce que je pensais, avec ma casquette d'expert et de spécialiste, ce qu'il fallait faire, qu'en fait, le meilleur moyen d'y arriver, c'était déjà de les comprendre eux, apprendre leur langage, me l'approprier pour finalement les mettre assez en confiance dans l'échange pour que, ils suivent mes préconisations dans les différents sujets, qu'ils soient juridiques au début et tout doucement RH ensuite. Et donc forcément, quand j'ai pris ma petite barque, et que j'ai ramé sur l'autre rive pour comprendre c'est quoi ton business, c'est quoi tes problématiques, c'est quoi ton histoire, c'est quoi les choses qui te motivent, c'est quoi tes ressorts de motivation, de démotivation à l'échelle personnelle, à l'échelle professionnelle, dans un environnement collectif, je me suis rendu compte que tout doucement, déjà, c'était une source de richesse pour moi, mais qu'en plus, ça me permettait de tout doucement éviter de retraverser l'autre rive en bateau, mais plutôt de le faire main dans la main en construisant tout doucement un petit pont et où après la circulation se faisait plus facilement d'une rive à l'autre. Si je devais peut-être préciser l'image, quand je parle d'une rive à l'autre, c'est d'un côté, il y a finalement, voilà, le monde de l'humain et donc des ressources humaines et de l'autre côté, celle du business où on parle euros, on parle productivité, on parle perte et on parle ROI. Plein de mots barbares au début. Si je prends un petit peu la métaphore antinomique, est-ce que Mmh. finalement, il y a pas, 2 mondes séparés, mais finalement tout le monde est ensemble et ce business est empreint d'humain et le RH c'est de l'humain, mais il y a aussi beaucoup de business à intégrer et finalement, est-ce qu'il y a pas un monde et pas cette rivière et ce pont au milieu? Et finalement, pourquoi toi tu le vois comme ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que? Parce que je reste alors j'étais convaincue et l'expérience m'a renforcée dans ces convictions que finalement, quand ces 2 mondes n'en font qu'un, grâce notamment à des ponts, des passerelles et tout ce que tu veux et qu'il y a des échanges fluides entre ces 2 mondes au point qu'ils n'en font plus qu'un, en fait, c'est profitable aux 2. Et qu'un business ne peut fonctionner que parce qu'il y a de l'humain et inversement. Sauf que je me suis aussi
globalement toujours retrouvée dans des situations où j'arrivais, pas sur un champ de ruines non plus, mais sur plutôt des environnements où il y avait vraiment ces deux mondes et séparés par une rivière, plus ou moins large, plus ou moins tumultueuse, et avec une incompréhension réciproque des deux côtés, voire une incapacité à se parler. Et finalement, là où je suis plutôt heureuse de mes différentes expériences, c'est que j'ai l'impression qu'à mon échelle, j'ai toujours réussi à contribuer à faire en sorte que ces deux mondes arrivent à se parler. Alors, sur certaines expériences, pour des questions de temps passé sur le poste et d'envergure du poste, je m'en suis tenue à une frêle passerelle. Pour d'autres, j'estime avoir quand même grandement participé à des flux d'échanges de sorte à ne faire quasi qu'un seul monde. Justement, dans ces expériences que tu as vécues, est-ce qu'il y en a une ou 2 qui ont été très impactantes pour toi et qui t'ont permis, de beaucoup apprendre? Et si oui, quels sont ces apprentissages et qu'est-ce que tu as mis en place, pour justement faire ce lien entre ces 2 mondes et ces 2 cultures comme tu le dis si bien? Alors écoute, je peux te parler de ma dernière expérience professionnelle où j'ai travaillé donc, dans le milieu industriel alsacien chez Schmitt Group. Hem, J'y ai passé 6 ans et pendant 6 ans, même si j'ai changé de périmètre et de thématique, j'ai quand même globalement, toujours eu le titre de RRH opérationnel, qui va parler à certains, on peut dire RRH généraliste. Et cette expérience, elle a été pour moi très structurante parce que, forcément en 6 ans, tu as quand même, la capacité de voir ce que tu construis, et mon âme de bâtisseur a été ravie de tout ça, n'est-ce pas? Donc je peux te parler de mes débuts chez Schmitt. Quand je suis arrivée chez Schmitt, donc j'ai tout de suite été, mis dans le bain industriel, auprès des opérateurs, des responsables de production, et je suis arrivée et j'avais pas forcément identifié ça dans mon parcours de recrutement, mais j'ai très vite fait le constat que les rapports entre l'industrie et les ressources humaines, on était clairement dans ce que je te décrivais, c'est-à-dire 2 mondes qui ne se parlent pas et qui ont des rapports, utilitaires. Bon, évidemment, c'était, comme tu l'as compris, c'était pas du tout ma vision du métier. Donc je me suis dit: «OK, soit c'est ce qu'on attend de moi et auquel cas, je suis pas à ma place et c'est pas grave, ça arrive, soit on m'a justement recrutée pour, transformer les rapports entre ces 2 environnements». Effectivement, j'ai rapidement eu confirmation qu'on était plutôt sur cette deuxième option, et là, je me suis confrontée à, voilà, le monde industriel dans tous ses stéréotypes, c'est-à-dire, beaucoup de tableaux Excel, beaucoup de tableaux de bord, des indicateurs, des choses très, millimétrées, beaucoup de chiffres, pas beaucoup d'humains, un milieu très masculin aussi, ça joue forcément, et là, je me suis dit: «OK, j'aime les défis, ça tombe bien, comment on va aborder le sujet?» Et du coup, par rapport à ça, j'ai, en fait, décidé de, comment dire? Enlever pendant quelque temps mon costume de RH, et m'immerger complètement tel un explorateur en terre inconnue, dans ce milieu industriel pour en comprendre le langage, les outils, l'utilité des choses, de comment ça fonctionnait, pourquoi. J'ai beaucoup posé la question de pourquoi on fait ça? Pourquoi? 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 Je crois que ça a été un peu pénible pour mes interlocuteurs, mais en fait, rapidement, ça m'a permis, on va dire, d'avoir le niveau, 1 de Duolingo, tu vois, du monde industriel, et de, utiliser toutes ces connaissances pour, les utiliser au bénéfice finalement de mes sujets RH, n'est-ce pas? En finalement me rendant compte que, si j'utilisais leur champ lexical, ils étaient tout de suite beaucoup plus réceptifs, que ça crée une forme de rapport de confiance, et que, finalement, j'étais beaucoup plus convaincante, dans ce cadre-là. Donc tout de suite, je me suis formée à Excel. J'ai transformé tout ce qui était PowerPoint imagé en tableau Excel structuré avec des codes 1, 2, 3, 4, 5. J'ai dû mettre de côté, mon ego sur le fait que non, on ne note pas les gens, c'est pas bien, c'est pas grave. On va quand même noter les gens parce que si ça permet à des esprits très, très bleus, d'y voir plus clair, tout doucement, j'arriverai à les amener vers autre chose. Bref, en gros, je m'y suis pris de cette manière-là, c'est-à-dire que, j'ai réussi, à imposer la fonction RH comme un partenaire indispensable
de l'activité industrielle. Et alors, j'ai pas été toute seule pour faire ça parce que j'étais en binôme avec un collègue à moi qui a aussi grandement participé à ça. Mais je pense qu'à deux, on a au moins notre crédit professionnel d'avoir réussi à vraiment se positionner en partenaire et où, en tout cas, quand je suis partie de chez Schmitt, on était un acteur incontournable au service du business et c'était plus un sujet qui faisait débat. Et j'ai un exemple très concret là-dessus. Quand je suis arrivée chez Schmitt et que j'ai participé à des process de recrutement où on ne parlait que technique en entretien, j'ai quitté Schmitt, j'ai entendu des managers faire des briefs de poste qui consistaient à juste expliquer quel type de personnalité ils voulaient et pourquoi c'était au service de leur collectif de travail. Ça s'appelle une belle réussite. Arriver à convaincre un industriel pur produit de l'industrie que c'est beaucoup plus durable et pérenne de recruter une personnalité plutôt que des compétences techniques, surtout à l'échelle d'un groupe où les compétences techniques, elles peuvent s'apprendre. C'est plutôt une belle réussite dont je ne suis pas peu fière. Et par rapport à cette expérience-là de chez Oui, Schmitt, quels sont tes grands enseignements si parce que là, tu en as partagé, pas mal, si tu devais les oui. reformuler, et Mmh. quelles sont les grandes actions que tu as vues, qui t'ont fait grandir et que tu gardes aujourd'hui, dans tes autres entreprises? Je pense que ce que m'a beaucoup appris, cette expérience, c'est allez, le premier, parce qu'il faut choisir et choisir c'est renoncer, c'est, apprendre à perdre des batailles pour gagner la guerre. Je vais reprendre l'exemple du recrutement parce que je pense qu'il va parler, il est assez, accessible. C'est typiquement à un moment donné dire: «OK, tu veux recruter, cette personne-là? Allez, je te suis, je te soutiens, même si au fond de moi, je suis convaincue que ça va pas le faire pour, des mais je sens que tu es pas mûr encore pour entendre, cet argumentaire-là, donc OK». Et c'est typiquement ça, c'est-à-dire, je suis convaincue de quelque chose et d'une manière d'aborder une situation, de la gérer. Mais j'ai en face de moi quelqu'un que je dois faire adhérer parce que c'est lui qui va porter le sujet, c'est lui le manager, c'est lui le responsable. Et il faut qu'il soit convaincant et pour être convaincant, il faut qu'il soit convaincu. J'arrive pas à le convaincre, c'est pas grave. Je vais essayer de trouver un compromis entre sa vision des choses et la mienne. Par contre, je m'engage une fois que j'ai décidé de perdre la bataille, de quand même pas quitter le champ de bataille en courant avec ma baïonnette sur l'épaule, mais plutôt de rester à ses côtés et de dire: «OK, tu veux qu'on aille dans ce chemin-là? OK, on y va ensemble». En me disant: «Bah, OK, j'abdique sur cette bataille, on prend un chemin qui est pas celui que j'aurais pris, c'est OK, je te soutiens dans ce chemin-là. Par contre, j'ai quand même à cœur 2 choses. La première, c'est rester sincère dans mon accompagnement, même si ça prend une orientation qui était pas celle que je souhaitais. Et la deuxième, c'est de toujours en faire un enseignement. Et l'enseignement, en fait, il peut être, il est évidemment plus riche qu'il n'y paraît, mais il peut être bah, ça n'a finalement pas marché et peut-être que par l'expérience, la prochaine fois, tu seras un petit peu plus à l'écoute de ma vision des choses. Ou ça peut être aussi pour moi de me dire: «Eh beh, finalement, on s'en est pas si mal sorti que ça». Et même si j'avais beaucoup de freins, le fait d'avoir, compensé ces freins par peut-être un accompagnement plus rapproché, a permis de sécuriser la situation et de quand même me permettre d'aboutir à l'objectif que je m'étais fixé, même si ça a demandé peut-être plus, d'énergie qu'il n'en fallait. Et ce côté apprendre à gagner des batailles et pas en faire une guerre d'ego, pour au final garder, une cible qui reste peut-être un peu plus lointaine, mais toujours, en ligne de mire. Je pense que ça a été un de mes plus gros enseignements. Et ça a été un enseignement très profitable, parce que je pense que c'est l'enseignement qui m'assure une forme de durabilité. Le métier des ressources humaines demande beaucoup de conviction, beaucoup de dons de soi, que ce soit, de l'énergie, des émotions et cetera et la manière de durer dans ce métier est quelque chose qui me fait beaucoup réfléchir ces derniers temps de comment on garde la flamme dans un environnement qui nous pompe beaucoup d'énergie, mais qui nous en redonne pas forcément autant. Et typiquement ce sujet de savoir, abdiquer sur certaines batailles, et quand même, se dire qu'en perdant cette bataille, on garde quand même la flamme et que c'est beaucoup plus, profitable au système et au sujet, sur le long terme. Je pense que ça a été mon gros enseignement chez Schmitt.
Le deuxième, pour t'en citer quand même un deuxième, c'est qu'en industrie, tu as beaucoup la culture de l'amélioration continue, les indicateurs qualité, la notion d'efficience aussi, où à un moment donné, on va pas chercher que l'efficacité, on va faire en sorte, par exemple, de produire quelque chose, en faisant en sorte que les critères qualité, sécurité, production, coût soient tous équivalents et qu'en fait, on va, bien produire, je mets des guillemets, qu'à la condition que plusieurs indicateurs soient à niveau équivalent et pas qu'il y en ait un qui soit très très bon et que les autres soient très mauvais. Et cette culture de l'efficience et de l'amélioration continue, c'est quelque chose qui est un marqueur très fort en milieu industriel et qui, je trouve, est très 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 profitable à la fonction RH dans la manière dont on aborde les sujets RH, qu'ils soient individuels, collectifs, et notamment quand on porte des sujets liés à l'accompagnement du changement, cette notion de chefferie de projet au service de l'amélioration continue et de l'efficience, c'est pas forcément des notions qui sont très ancrées dans le métier. Et moi, je sais que le milieu industriel m'a beaucoup appris à structurer des démarches de progrès continu, et c'est quelque chose qui me sert quotidiennement aujourd'hui. Et je pense à d'autres, enseignements peut-être que j'extrapole de ce que tu as dit, mais ce que j'entends, c'est que, tu as besoin de t'immerger dans le monde de l'autre au démarrage et d'apprendre de lui pour pouvoir ensuite, grandir et peut-être aussi embarquer les autres, non? Ah complètement. Alors déjà sur l'item grandir, je n'ai aucun exemple d'expérience personnelle ou professionnelle où, je suis allée à la rencontre de l'autre, entendu au sens, très large, que ce soit une personne, un collectif, un milieu, peu importe, et où j'en suis pas sortie, enrichie. Même une discussion avec un taxidermiste, j'ai trouvé ça génial, tu vois? Donc, vraiment, j'en suis toujours sortie, hyper enrichie de ces temps, d'échange, même si je te cache pas, avant, c'est toujours un peu la purge, de me dire: «OK, je vais prendre une journée, une semaine, faire X kilomètres, pour passer une journée», là aussi je mets des guillemets, «non productive» et le payer très cher dans les jours qui suivent. Pour autant, j'en suis toujours sortie, hyper enrichie de connaissances techniques, de connaissances humaines, de connaissances personnelles. Donc, vraiment, j'ai toujours vu quelque chose de profitable à titre personnel. Et en fait, ça crée du lien pour moi. Et le fait de créer un attachement avec un business, une activité, en fait, après, je déplace des montagnes, genre, je mets tout le monde dans le bus et puis tout se passe bien, quoi. Et on chante des chansons sur la route des vacances, quoi. C'est beau. Je veux bien venir, sur la route des vacances avec toi Mais prochainement. oui, viens avec moi, avec plaisir. Par rapport à, tes années d'expérience, tu en as eu pas mal. Qu'est-ce que tu ne faisais pas au début et que tu fais aujourd'hui et qui t'a, aidé à grandir justement dans ce lien entre, le lien entre les deux mondes et ces 2 cultures? Waouh! Alors, j'ai le sentiment d'avoir tellement, changé qu'il y a je vais te le dire autrement, je pense qu'aujourd'hui, je ne fais plus rien comme il y a 10 ans. Non, écoute, déjà, je pense que j'ai commencé, avec un fort enjeu, de résultats et de réactivité. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'aborde les situations où je commence par dire une de mes phrases favorites maintenant, c'est: «Les gars, on n'est pas urgentiste, on n'a pas un cœur entre les mains à transplanter, donc on va respirer un grand coup, on va se poser, on va dormir une nuit là-dessus et ensuite on va discuter du sujet». Voilà, typiquement, ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant parce que je pense que j'ai un tempérament, tu l'as dit, très jaune, mais aussi un peu rouge, hein, et que j'avais un côté, où je me laissais très vite embarquer dans, comment dire, les émotions des autres. Je vais te prendre un exemple qui va sûrement parler à plein de gens. On a reçu un courrier des prud'hommes. Tu vois ça, cette situation? Le courrier, il est arrivé au secrétariat, il a été ouvert, il est passé ensuite entre les mains du responsable de service, du DAF, du président, bref, peu importe, avant d'arriver chez toi. Et au moment où il arrive chez toi, il y a le courrier, mais il y a toute la charge émotionnelle de toute la chaîne qui est passée de: «Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce qu'on a mal fait? Mais qu'est-ce qu'il nous veut? Mais c'est ingrat», et cetera. Dans mes premières années d'expérience, je m'appropriais et le courrier et donc la responsabilité du sujet,
mais aussi tout le paquet d'émotions qui allait avec. Et il fallait vite apporter des pansements à toutes ces problématiques émotionnelles. Aujourd'hui, je ne fais plus du tout comme ça. Le courrier, je le mets dans ma banette et j'attends le lendemain avant de le scanner, de le lire et de décider ce qu'on fait et en général, ce que je fais quand même, parce que certaines émotions n'attendent pas une nuit de sommeil. J'explique que j'ai bien pris en compte le sujet, que je m'en occupe et que je vais faire un retour sous X délai. Voilà. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, je me donne souvent beaucoup plus pour mission d'apaiser un peu les choses et de remettre un peu de factuel dans les événements, quelles que soient les émotions que ça peut susciter chez les uns et les autres, là où avant, je participais à mon échelle à l'effervescence émotionnelle autour des sujets, quels qu'ils soient positifs ou qu'ils soient négatifs. Donc voilà. Là aussi, on est sur un sujet de durabilité. À un moment donné, les montagnes russes émotionnelles dans tous les sens, c'est très fatigant et voire c'est épuisant. Donc, garder la tête froide, savoir poser les choses, remettre les choses à leur bon niveau d'importance. Le bon niveau d'importance étant la situation et les risques associés et pas les émotions du directeur. La directrice d'ailleurs. Ou des deux, quand il y en a plusieurs. Donc voilà, je pense que ça, c'est un sujet, tu vois, typiquement où je fais les choses complètement différemment. Pareil, je te donne un autre exemple qui n'a du coup rien à voir. Je pense que j'ai aussi beaucoup appris à bien définir le cahier des charges. Alors, j'ai jamais travaillé dans des cabinets RH qui vendent de la presta. Par contre, j'ai beaucoup gravité dans des environnements où je me suis vue comme un prestataire, où j'ai été traitée comme un prestataire, voire un sous-traitant. Et surtout, j'ai été au contact de professions qui faisaient ce métier-là d'un point de vue business. Pour toutes ces bonnes raisons, je pense qu'il y a quelque chose auquel je suis très attentive aujourd'hui et je ne l'étais pas du tout avant et ça m'a porté préjudice professionnellement, c'est de m'assurer que j'ai bien compris quel était le besoin de l'autre ou des autres, de sorte à ce que la réponse opérationnelle RH soit adaptée. Parce qu'en fait, je me suis souvent retrouvée dans des situations où finalement la réponse apportée n'était pas bonne, mais pas parce qu'elle n'était pas bonne. C'est juste parce qu'en fait, il y avait plein d'éléments qui n'étaient pas connus, pas maîtrisés, et qui faisaient que la réponse ne pouvait, dans tous les cas, pas être adaptée. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'alerte souvent les personnes qui commencent dans les ressources humaines, dans n'importe quel métier, mais en l'occurrence plutôt dans les ressources humaines, c'est de bien s'assurer d'avoir tous les éléments pour, comment dire, réduire le risque que la réponse ne soit pas adaptée. Au risque, derrière, une réponse pas adaptée, ça mène aussi une perte de confiance. Et là, clairement, si je reprends mon image du pont, eh ben, je repars de l'autre côté avec ma petite barque et mes rames et il y a juste un peu plus de vagues, tu vois. Donc ça aussi, je pense que j'ai beaucoup appris professionnellement et aujourd'hui, je ne me mets en mouvement qu'à la condition d'avoir le sentiment de bien maîtriser l'entièreté du contexte et du besoin. Voilà, c'est un autre exemple. Et là-dessus, le côté cahier des charges dans le cadre d'une prestation de service facturée m'a énormément appris par rapport à ça. Merci pour tous ces enseignements. Il y a vraiment pas mal de contenu à prendre et je pense que ça parlera à certains. C'est l'expérience fait grandir les uns et les autres. On en arrive déjà à la fin de cet échange, Ah mais waouh! j'aimerais quand même te poser une question qui est importante pour moi. Oui. C'est par rapport à tout ce que tu as appris. Quels conseils tu aimerais partager aux DRH et aux RH qui t'écoutent par rapport à la thématique que tu as apportée aujourd'hui sur ce podcast? Alors si c'est des gens qui ont du bagage, je pense qu'ils ils se posent tous la question, ils se la sont posée, comment je dure dans ce métier sans m'épuiser? Et je pense que le meilleur moyen d'y arriver, c'est de respirer et de prendre du recul. Je me souviendrai toujours de ma DRH, d'il y a quelques années, qui en séminaire, n'avait rien dit et s'était contentée pendant 1 minute et ça peut être très long, 1 minute, de monter sur une chaise, descendre de la chaise, se mettre à côté de la chaise, se mettre derrière la chaise. On s'est tous regardés en se disant:
qu'est-ce qui se passe? C'est un spectacle de danse contemporaine, on n'a pas compris l'ordre du jour. Et pendant 1 minute, dans le silence complet, elle a fait cet exercice-là. C'était très particulier. On était 50 à regarder ça. Et dans une très grande salle, avec une scène et tout. Vraiment, c'était... Et ensuite, elle a pris la parole et elle nous a expliqué quelque chose qui, pour moi, était... Sur le coup, j'ai pas compris, mais ça a beaucoup vécu, tu sais, en moi, a posteriori, et je pense que ça vit encore beaucoup, cette question de prendre de la hauteur, faire un pas de côté, prendre du recul. Il y a plein d'expressions comme ça. Et en fait, n'importe quelle situation, à partir du moment où elle nous met en tension, que la tension, elle soit positive, elle soit négative, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle fasse vibrer ou qu'elle fasse rentrer en résonance la corde des valeurs, plus il y a quelque chose qui va se passer au fond de nous, plus ça va être important de prendre le temps, de prendre du recul, de prendre de la hauteur pour apprécier la manière dont on va aborder la situation et pas seulement dans un objectif opérationnel ou de résolution de problèmes ou d'apport de solutions, peu importe. C'est juste que je pense que pour durer dans ce métier et garder le feu sacré, c'est important de faire très attention à soi et donc de bien s'écouter et de plus la situation va être impactante émotionnellement, plus il va falloir prendre le temps de l'étudier posément et sereinement. Et je pense en plus que faire ça, même si les gens ne s'en rendent pas compte, ça ne rend que plus juste la manière dont on va traiter la situation. Merci Magali d'avoir filé une métaphore jusqu'au bout. J'avais pas compris l'histoire de la chaise, mais finalement prendre de la hauteur, c'est monter sur la chaise, c'est aussi se mettre à côté, se mettre derrière. Et tu peux Et même te c'est... mettre dessous si tu as envie. Donc voilà, tous ceux qui veulent faire un show prochainement, même devant 50 personnes ou plus, n'hésitez pas à demander à Magali des conseils pour faire un petit show et qui finalement qui marquera les esprits. Et il faut pas avoir peur de faire les choses différemment. C'est ça qui marquera aussi peut-être dans le temps. En tout cas, merci beaucoup Magali pour tous tes partages. Et ben, je vous dis à tous à bientôt pour un nouvel épisode de ma vie de DRH et surtout, merci Magali. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, si vous souhaitez avoir une communication plus fluide et sincère au sein de votre organisation, un codir plus visionnaire et authentique, des managers qui fédèrent et engagent leurs équipes, et enfin des collaborateurs plus autonomes et responsables, ça vous dit qu'on en parle ? Je vous ai mis notre numéro de téléphone dans la description de ce podcast et je serais ravie de vous avoir au bout du fil. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés et si ce podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. À très vite pour un prochain épisode de ma vie de DRH.